On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, l'équipe André Bouchard nous présente son candidat dans le nord d'Iberville-Saint-Athanas, Jérémy Meunier. Mais d'abord, parlons de Tite Frette. Ça existe depuis à peine 3 ans. Puis là, on emprunte maintenant le modèle des franchises. On en veut au moins une quinzaine très prochainement. Puis on s'est joint les services d'un dragon. C'est une entreprise qui, depuis quelques années, émerge dans différentes villes de la Montérégie et on voit qu'on est en croissance, on a des grandes ambitions. Visiblement, le modèle de franchise semble être celui qui a été choisi pour Tite Frette, Bière et compagnie, qu'on connaît, nous, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la place du marché, dans le Vieux-Saint-Jean. Mais il y a également d'autres boutiques du côté de Granby, Cowansville et Saint-Hyacinthe et probablement d'autres en devenir. Deux invités pour en parler. D'abord, Carl Magnonnet, qu'on connaît bien. Bonjour. Bonjour, Éric. Et accompagné à distance par Steve Morancy, qui est cofondateur de Yuzu, qui est lui-même dragon. On va faire le lien, bien sûr, et nouvellement actionnaire, je crois, donc de Tite Frette. Steve Morancy, bonjour. Bonjour. Donc, Carl, peut-être nous expliquer, parce que ça fait quand même quelques fois qu'on se voit ici, à chaque fois, évidemment, qu'il y a une nouvelle acquisition. Bref, Ouais. ça fait combien de temps que ça existe déjà? Depuis 2018 seulement. Incroyable. 3 ans. 3 ans. Incroyable. Ça a commencé par Granby, puis après Ouais. ça Saint-Jean, puis après ça Cowansville, puis après ça Saint-Hyacinthe. Est-ce que Exact. j'en oublie? Non, c'est exactement l'ordre. Et là, vous êtes passé au Dragon dans la dernière année. Explique-nous un peu ce que ça a apporté, dans le fond, pour la suite de l'entreprise. Bien, comme tu as dit, c'est justement là qu'on a rencontré notre nouvel actionnaire, Steve Morancy. Et puis, pour nous, ça a été une explosion. Premièrement, il y a eu un achalandage immense sur le site Web, un achalandage augmenté aussi en boutique, vraiment un engouement. Mais au-delà de ça, on a eu, je te mens pas, Éric, au-delà de 200 demandes de franchise juste après le passage à l'émission Dans l'œil du dragon. Et là, il faut gérer ça après. Oui, exactement. D'ailleurs, premièrement, la première chose qu'on se dit, c'est mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on leur répond? Tu sais, à ce stade-là, Éric, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on n'avait pas encore décidé si on allait corporate ou si on allait franchiser. Puis c'est vraiment Steve sur l'émission qui nous a convaincus que le meilleur modèle d'affaires, c'était d'aller vers la franchise. Bon, et Steve Morancy, rappelez-nous peut-être un peu la réaction que vous aviez eue au moment de l'émission des Dragons. Ben, en fait, issu d'un réseau de franchises que j'ai fondé, étant Yuzu Sushi, là, j'ai quand même une bonne expérience pour déployer un réseau de franchises. Pour l'avoir déjà fait, je connais la trail. Puis quand j'ai vu les gars, en fait, en premier, ce qui m'a charmé, c'est Carl et Jérémy. C'est leur personnalité, c'est leur motivation, c'est aussi leur passion pour ce domaine-là. Fait que ça, c'est pas mal le premier critère de succès. Et après ça, j'ai vu quand même une certaine ressemblance dans le modèle, en étant des petites boutiques spécialisées avec une expérience client vraiment axée vers l'expérience, vers la qualité du produit. Puis une petite boutique, pas trop d'employés, beaucoup de commandes là, à emporter, tout ça. Donc, un modèle qui est assez facile à gérer, à structurer et à reproduire là, quand on a nécessairement l'expérience de l'opération de la boutique, mais aussi l'expérience de la franchise. Fait qu'on vient combiner les deux, ça fait une équipe parfaite. On comprend donc que vous êtes charmé par les entrepreneurs qui sont devant vous et vous voyez donc ce potentiel-là avec Tite Frette. Bien, tout à fait. Si je me ramène en 2007, quand j'ai commencé à faire des franchises dans le sushi, c'était l'effervescence. En 2007, le sushi, c'était populaire, c'était wow, le kit. Bien, on le vit présentement avec la bière. On voit ça, là, ça rouvre partout, les microbrasseries, les consommateurs en demandent. Il y a des boutiques qui s'installent aussi, beaucoup d'indépendants, mais il n'y a pas actuellement au Québec une chaîne qui a vraiment pris la place d'une chaîne bien organisée, une grande chaîne au Québec spécialisée dans la vente de bière de microbrasserie. Puis la fenêtre d'opportunité, elle est là, puis on va la prendre assez rapidement. Là. Carl, tantôt tu disais, Steve nous a finalement convaincus d'aller dans le modèle de franchise. Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement? Il nous a vraiment convaincus d'aller dans un modèle où ce qu'on pouvait déployer plus rapidement. Parce qu'évidemment, on peut le faire en concept de corporation vraiment 100% à nous, mais veut pas, il faut aller former une équipe constamment, faut utiliser nos moyens à aller ouvrir une boutique, tandis qu'avec une franchise, ben on a le franchisé qui est là, qui va former son équipe, mais qui, en plus de ça, va utiliser ses moyens. Donc, on peut en ouvrir plusieurs en même temps. Et prochaine chose aussi qui est vraiment importante à noter, c'est qu'un franchisé est beaucoup plus motivé au succès de sa boutique
qu'un gérant qui est simplement embauché par le head office, si on veut. Donc, c'est vraiment le raisonnement qu'on a eu. Bon, et Steve, vous avez dit tantôt, je reprends vos mots, bon, vous connaissez ça, les franchises, vous connaissez la trail. C'est quoi les enjeux quand on décide de s'étendre comme ça? Et là, je comprends que l'objectif est d'avoir à peu près une quinzaine de points de vente. On a fait le deal là, au Dragon, on les a rencontrés, nous, en février. Ça a été diffusé au mois d'avril, mais on a continué les discussions là, dès le mois d'avril. Puis à partir de juin, vraiment, on a pris entente ensemble. Puis depuis juin dernier, on bâtit les fondations pour pouvoir faire la franchise. Donc, il va y avoir un paquet de franchiseurs ou des commerces qui vont vendre leur concept, puis ils vont déployer un réseau de franchise peut-être sans être organisés. Puis c'est vraiment la clé du succès. Avant de répéter un modèle, il faut l'éprouver, puis deux, il faut bâtir des fondations très solides. Puis là, ce qu'on parle ici, c'est un système vraiment d'opération, donc un guide, une Bible, si on veut, on appelle le manuel d'opération, une panoplie d'outils d'opération, des outils de formation. Puis après ça, pour nous, il y a des outils de gestion de projet. Donc, vraiment, tout un échéancier pour accompagner les franchisés du début jusqu'à la fin. Donc, un franchisé, quand il nous approche, c'est sûr qu'il bénéficie de la notoriété de la marque Tite Frette, des experts. Il bénéficie d'un système qu'on a organisé et qu'on a structuré pour lui rendre la vie facile, et en plus d'un support du franchiseur. Donc, vraiment le support qu'on va offrir à nos franchisés pour réaliser des succès. Quand vous avez monté le réseau de franchise de Yuzu Sushi, c'était quoi les embûches que vous avez rencontrées? Il y en a eu plusieurs, mais je dirais que la première, ça a été de vouloir se dépêcher à vendre des franchises. On prenait n'importe quelle demande pratiquement, puis on faisait une franchise parce qu'on était excités, on voulait reproduire des points de vente. Mais le critère premier, comme j'ai fait quand j'ai investi avec les gars, c'est les opérateurs, c'est les individus, c'est la personnalité des gens, leur motivation à investir et à réaliser un succès. Avant tout, c'est ça. Puis après ça, c'est naturellement d'avoir vraiment les bons outils et le bon système pour le faire. Puis c'est un peu la première chose qu'on a faite avec eux. On est parti de 200 demandes, puis peut-être même 250 demandes d'informations sur nos franchises. Puis aujourd'hui, on travaille avec 30 de ces candidats-là. Donc, on a vraiment fait une grosse épuration pour arriver à avoir les meilleurs franchisés. Puis c'est ça qui va faire le succès de Tite Frette, c'est d'avoir les meilleurs candidats qui vont être impliqués dans leur succursale. Carl, qu'est-ce que les gens doivent faire donc pour se qualifier ultimement? C'est comme un concours, hein? Si on part de 200, 250, je comprends qu'il y en a 30. Ouais. Ultimement, vous voulez quoi? Vous voulez une quinzaine de succursales de plus ou au total? En fait, cette année, c'est sûr et certain qu'on va en ouvrir 10 à 15. Ils sont déjà dans le processus, sont en construction, les contrats sont signés, etc. L'année prochaine, on va avoir 15 à 20 ouvertures de boutiques. Et ce qu'on recherche chez un franchisé, en fait, premièrement, on a un premier formulaire qu'on demande de remplir et ensuite, on a une entrevue. Et c'est avec cette entrevue-là qu'on va faire différents processus par la suite. Donc, enquête de crédit, enquête criminelle, vérifier vraiment les liquidités disponibles pour l'investissement. Et c'est rendu là qu'on va regarder après les territoires qui sont disponibles puis voir s'il y a un match non seulement par la passion, donc la connaissance de la bière, mais aussi l'expérience en affaires. Ça prend en quelque sorte une expérience soit en gestion ou en affaires pour être capable de travailler une franchise. Je me mets dans la peau du consommateur, Steve. Des bières de microbrasserie, on peut en acheter à l'épicerie. Même les grandes surfaces, maintenant, s'équipent beaucoup. Pourquoi j'irais dans une boutique Tite Frette plutôt qu'une grande surface? Ça a été mon premier réflexe sur le plateau, justement, quand j'ai été passage à l'émission dans l'œil du dragon. Je me suis dit, il y en a partout des bières de microbrasserie. Où on va vraiment se différencier, c'est l'univers Tite Frette, c'est l'expérience que le client va avoir. Donc, un peu comme ce que j'ai fait avec le Yuzu, tu as le restaurant, mais aussi on a des petits Yuzu Express en épicerie où les gens vont prendre un achat compulsif de sushi quand ils vont faire leur épicerie. Bien, la bière, on pense que ça peut être un peu la même chose. Au niveau des épiceries, les gens vont compléter leur magasinage avec une petite bière, mais quand tu as envie de faire une commande de bière pour ta semaine, puis des bières spécialisées, tu vas aller dans un environnement spécialisé où tu vas avoir des biéristes qu'on appelle ou des biérologues qui vont vraiment t'accompagner, te conseiller et qui vont faire en sorte que tu vas vivre une expérience, que tu vas apprendre sur le domaine, tu vas découvrir des nouvelles bières, puis tout l'environnement est réfléchi aussi au niveau de
la présentation, toute l'organisation des produits pour que le client puisse se retrouver facilement. Je disais tantôt, qu'est-ce qu'on fait pour se qualifier comme franchiseur potentiel? Parce que aussi, au-delà des grandes surfaces qui vendent aussi de la bière de microbrasserie, il y a aussi des boutiques de microbrasserie un peu partout au Québec. Ouais. Donc, sur le plan géographique, comment vous voyez ce potentiel de développement-là? Est-ce que vous voulez vous implanter là où il n'y en a pas, ou si vous voulez même être en compétition directe avec une autre boutique qui est déjà sur place? Comment vous allez voir votre étendue géographique? C'est une bonne question, Éric. Je te dirais qu'on y va vraiment par opportunité, premièrement, mais effectivement, on analyse des secteurs, puis on essaye de ne pas aller s'installer directement à côté d'un détaillant spécialisé indépendant. De toute façon, ça serait un petit peu contre-productif. Donc, on cible vraiment, tu sais, on pense à les épiceries, des fois, on peut parler, exemple, de IGA dans une ville, on peut avoir 4 IGA. Bien évidemment, il y a des bassins de population. Donc, nous, on essaye de regarder ils sont où, ces bassins de population-là, et de s'installer là. Parce que même quand on regarde dans le cas de vos 4 premières boutiques, on est principalement dans les centres-villes. Ici, on est dans le Vieux-Saint-Jean, dans le Vieux-Saint-Hyacinthe. Exact. Bref, vous avez fait ce choix-là. Vous auriez pu avoir une boutique sur Séminaire. Ben non, vous avez choisi d'être dans le Vieux-Saint-Jean. Est-ce que pour vous, ça fait partie aussi d'un enjeu ou d'une volonté d'avoir des prochaines petites frettes également dans des secteurs de ville qui sont peut-être pas dans des gros boulevards commerciaux? Exact. En fait, notre principal mandat quand on choisit un local, d'ailleurs, on travaille avec une grande agence maintenant, c'est qu'on se positionne dans les secteurs les plus achalandés. Donc, vous allez commencer à nous voir à côté de gros détaillants. Tu sais, on parle, exemple, on a des secteurs qu'on va s'installer directement à côté du Starbucks, directement à côté de la fromagerie Victoria. Donc, on s'installe sur les rues très passantes et vraiment dans des endroits stratégiques pour que, éventuellement, oui, on puisse en ouvrir même un deuxième dans la même ville. Parce que tu as raison, exemple, à Saint-Jean, on est dans le Vieux, mais on regarde actuellement pour ouvrir à Saint-Luc un deuxième. Pareil à Granby, on est dans le centre-ville. On regarde pour déménager à l'un bout de la ville pour en ouvrir à l'autre bout, un deuxième. Donc, oui, au début, on ne pensait pas nécessairement à franchiser, donc c'était pas nécessairement dans notre thinking. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'on positionne une boutique, on se dit, OK, dans le futur, est-ce qu'on va s'installer ailleurs? Et là, pour le moment, là, pour la première vague de franchisés, on ne se limite pas à la Montérégie. Là. C'est plus vaste que ça. Là. Absolument pas. D'ailleurs, on va ouvrir dans le Bas-Saint-Laurent, à Québec. On va ouvrir beaucoup sur la rive nord de Montréal, sur la rive sud de Montréal, en Estrie, Montérégie. On s'en va même jusqu'à Salaberry de Valleyfield. En terminant, mot de la fin, Steve Morancy, comment vous voyez cet avenir pour vous, professionnel, d'être impliqué dans ce projet-là avec Tite Frette? Bien, c'est super le fun parce que c'est quelque chose que je connais bien. Je suis vraiment à l'aise avec les gars. Je suis à l'aise dans le concept, je suis à l'aise dans le modèle. Fait que je me sens vraiment utile. Je pense qu'en quelques mois, là, on a vraiment réussi à mettre sur pied un système de franchise vraiment bien organisé. Les gars sont super bons, travaillent très bien. Ils ont bâti une belle équipe au siège social pour soutenir le développement puis les opérations des futurs franchisés. Fait que je pense que je vais être une excellente ressource pour eux puis je vais être disponible pour faire de Tite Frette vraiment le réseau, le plus gros réseau indépendant, là, autre que SEQ en bière au Québec, si on veut. À vous deux, merci beaucoup, puis Merci bonne chance pour la suite. On a bien hâte de voir ça. Merci. À bientôt. Restez avec nous. Au retour, on discute politique municipale. Télévision du Haut-Richelieu. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Les 67 d'Ottawa avec ton chum Mario Duhamel et en deuxième partie, les Forts de Chambly avec Marc-André Houle. Ça risque d'être fort intéressant. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Les élections sont peut-être dans quelques mois, mais déjà, les deux équipes en présence à Saint-Jean-sur-Richelieu annoncent tour à tour différents candidats dans les districts électoraux. Il y en a quand même 12 à combler au total. Aujourd'hui, on se transporte du côté d'Iberville, dans la partie nord de la ville, secteur Saint-Athanas également, le district numéro 3, où l'équipe André Bouchard nous présente son candidat. Il est avec nous, Jérémy Meunier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Alors, d'où nous vient ce goût de faire de la politique municipale? Municipal, ben, moi, je suis un petit gars du coin, hein. Le district 3, c'est là où j'ai grandi. J'ai été à l'école primaire, secondaire. C'est là où j'ai ma ferme, mon entreprise. La politique, d'où ça vient le goût de la politique? Ça fait longtemps quand même que je suis impliqué de près ou de loin avec différentes organisations politiques. J'en faisais même au secondaire. Mais je pense que ce qui m'a poussé beaucoup à avoir envie d'en faire, c'est surtout le contexte actuel au conseil de ville, puis de voir ce qui se passait, puis de me dire, bon, ben peut-être que je pourrais apporter un peu mon grain de sel, puis être capable d'apporter un peu de positivisme, je pense, au conseil de ville, parce que ça manque grandement, là. On voit qu'il y a beaucoup de tensions, c'est difficile. Puis je pense que, bon, je connais quand même les enjeux de mon secteur, tout ça. Je suis quelqu'un qui fait... J'ai pas de difficulté à travailler en équipe, fait que je me suis dit, bon, ça y est, c'est le temps. Je suis capable d'y aller de l'avant puis d'apporter ma candidature. Vous parlez de contexte. Quel est le regard que vous avez sur les 3 dernières années où il y a eu, disons, un climat de confrontation, si on résume, là? Oui. Je trouve pas ça normal que notre maire ait été... que la personne qui nous représente à la ville a été suspendue 95 jours, la plus longue suspension qu'il y a eu dans une municipalité au Québec. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est normal. Je pense qu'on est en droit d'espérer mieux de notre ville. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on a besoin de 109 au conseil de ville. Puis André Bouchard apporte quand même une nouvelle équipe avec des nouveaux, avec des gens d'expérience aussi. Puis je pense que ça va faire en sorte que ça va changer le ton au conseil de ville. C'est ça qui est le plus important, là. Bon, vous vous présentez donc avec l'équipe André Bouchard. Ouais. Vous êtes dans le district numéro 3. Un district dans lequel il risque probablement d'avoir une course à 3 parce que le conseiller sortant, Michel Gendron, s'il décide de se représenter, va le faire probablement comme indépendant. L'équipe de M. Laplante va sûrement confirmer la rumeur de Mme Lemieux prochainement. Mm-hmm. Donc, on risque d'avoir une course à 3 avec un indépendant qui est le conseiller sortant, un peu comme dans NDL avec Mme Poisson. Ouais. Comment vous voyez cette dynamique-là d'une course à 3 contre un conseiller sortant indépendant? Moi, je me présente pas contre personne, je me présente pour moi, pour mon équipe, puis c'est mon secteur, c'est là que j'ai grandi, je connais c'est mes voisins, ce sont mes voisins, c'est des gens que je connais. Pour moi, c'est pas un problème. Il pourrait y avoir d'autres candidatures qui sortent aussi. Ce qui compte le plus pour moi, en fait, c'est que je puisse aller à leur rencontre, d'aller cogner à leur porte, de voir c'est quoi leurs préoccupations. Il y en a plusieurs que je connais, il y en a plusieurs que je connais pas non plus. Des fois, ils peuvent connaître mon nom de famille, la ferme, tout ça, bon, et savoir d'où je viens. Mais après, c'est d'aller à leur rencontre puis de leur prouver que je suis capable de faire la job. C'est ça qui va être important aussi, là. Bon. C'est peut-être anecdotique, mais moi, je trouve ça quand même intéressant. Bon, du côté d'Iberville, il y a quand même le conseiller Justin Bessette qui est là de longue date. Ouais. Famille Bessette également. Qui habite dans mon district. Oui, qui habite dans le district. Bien connu dans le monde agricole. La famille Meunier, c'est à peu près Ouais. la même affaire. Là, bon, vous êtes dans le Nord. C'est comme si finalement, M. Laplante et Mme Bouchard ont chacun leur agriculteur. leur point fort dans le monde de l'agriculture. Oui, puis ben, Justin, j'ai aucun problème avec Justin. C'est un voisin, c'est une bonne connaissance, tout ça. On est proches. Je veux dire, bon, ça donne comme ça. Mais c'est certain que c'est autant la famille Bessette que la famille Meunier, c'est des familles qui sont établies dans la région depuis plusieurs années aussi. C'est dans notre cas, nous, là, on est 7e génération sur la ferme. Ouais. Le premier ancêtre Meunier qui a été sur la terre a déjà été maire de Saint-Athanas. C'est quelque chose que je pense que les gens nous connaissent parce que ça fait longtemps qu'on est là. Puis il y a beaucoup de vieilles familles aussi dans mon secteur. Parlez-nous justement de la famille Meunier. Parlez-nous de ce que vous faites dans le monde agricole. Oui, ben en fait, nous, on est producteurs maraîchers. On produit du maïs sucré surtout. Là. Les gens peuvent connaître peut-être nos kiosques sur le coin du boulevard d'Iberville, la route 104, ou aussi sur Grand-Bernier, coin de l'An. On est aussi au marché public du Vieux-Saint-Jean, mais on est aussi à Montréal, sur la Rive-Sud. On fait aussi des fraises. On a des projets aussi de faire d'autres fruits et légumes. Donc, ça fait plusieurs années que c'est ça qu'on fait. C'est ça mon occupation principale aussi. Dans la famille Meunier, par exemple, j'ai mes cousins aussi qui ont l'érablière aussi Meunier sur le rang des 54. Je veux dire, ma cousine aussi qui a l'érablière au Toit-Rouge à Mont-Saint-Grégoire.
toute la famille Meunier, en fait, les enfants sont tous des entrepreneurs. Donc, on a la fibre entrepreneuriale en nous, je pense. Puis le désir de la politique, c'est un peu, je pense, aussi le même désir que le désir d'entreprendre ou d'entrepreneur, c'est-à-dire de porter un projet puis de le mener à terme, là. Quand on est issu d'une famille d'agriculteurs, est-ce qu'automatiquement, quand on est jeune, on se dit on va suivre la lignée, la continuité? Est-ce que vous avez pensé même faire autre chose dans la vie ou si pour vous, c'était clair qu'il y avait une continuité qui s'en allait vers ça? Je pense que c'est une bonne question. C'est-à-dire que je pense que dans le milieu agricole, souvent, comme c'est une entreprise agricole qui est là depuis plusieurs générations, je pense que nos parents ont un peu l'espoir qu'on ait envie de continuer. Dans mon cas, moi, j'ai toujours été près de la ferme. J'ai quand même fait des études universitaires qui m'ont fait découvrir la gestion, tout ça. J'ai fait des études aussi à l'étranger. Ça m'a fait découvrir d'autres types de connaissances, ou en tout cas, ça m'a fait découvrir des nouvelles perspectives sur le monde aussi. Et puis, au final, j'étais pas certain de reprendre la ferme, mais c'est à force de revenir tous les étés, d'être là avec mes clients, tout ça, que je me suis rendu compte, bien, dans le fond, c'est ça que j'aime. J'aime être avec mes clients, j'aime être dans les kiosques, j'aime l'idée de gérer une entreprise avec nos employés, tout ça. Puis la terre aussi, j'adore ça. Quand on peut rentrer au mois d'avril, là, quand les terres sont prêtes, on peut rentrer dans les champs, là, c'est le plus beau sentiment que de pouvoir recommencer à travailler, là. Vraiment. Bon, localement aussi, au fil des ans, vous vous êtes impliqué, entre autres, dans la jeune chambre de commerce qu'on appelait autrefois la génération XYZ. Exact. Impliqué également au niveau de la porte ouverte. Donc, toujours une implication sociale, communautaire. C'est toujours important pour vous, ça? Absolument. Je pense que mon père faisait la même chose aussi. Toute la famille le fait aussi. Je pense qu'on est une communauté. Je veux dire, sans la communauté, on n'est rien. Surtout dans notre cas, nous, on fait des fruits et légumes, on les vend à nos voisins, on les vend aux gens de notre communauté. Fait que j'ai un très grand respect, dans le fond, des gens qui m'entourent. Donc, c'est un peu pour ça aussi, je pense, à la politique. On parle beaucoup de famille. On sait que vous avez perdu votre père il n'y a pas très longtemps, décédé très, très jeune. Ouais. Vous êtes vous-même quand même assez jeune aussi. Quel est le regard que vous portez sur la vie aujourd'hui quand on subit comme ça un départ un peu inattendu dans notre famille? C'est difficile d'en parler encore parce que c'est encore frais. Ouais. Mais je pense que faut pas s'empêcher de vivre les choses qu'on a envie de vivre. Ouais. Je pense que c'est peut-être ça qui m'a aussi poussé un peu plus à le faire maintenant, de me présenter. Je pense que mon père l'aurait fait aussi, peut-être, s'il avait été là aujourd'hui. Je pense qu'il y avait beaucoup d'intentions. Il était pas mal impliqué aussi au niveau du marché public, tout ça. Ouais. Je pense que je prends le relais. Je prends le flambeau aussi de la famille. Puis, faut pas s'empêcher de faire des choses, je pense. La vie est courte. On monte dans la hiérarchie familiale, hein, c'est Ouais. un peu ça quand il arrive évidemment des décès. Exact. Parmi les enjeux dans le district 3, il y en a un évidemment dont on entend parler depuis des années, presque même 30 ans, c'est les infrastructures. Le long du chemin des Patriotes, en s'en allant évidemment vers Richelieu, là, des fois je me demande, est-ce qu'un jour, puis là je sais qu'il y a toutes sortes d'enjeux là, par rapport au ministère, la MRC, le gouvernement, les subventions, les ci, les ça. C'est un dossier assez complexe, mais est-ce qu'on peut espérer un jour que ces gens-là qui habitent le long du chemin des Patriotes auront des services? Ça n'a pas de mot juste de bon sens. Moi, ça me dépasse en fait que ça fait des années qu'on en parle. Il n'y a jamais rien qui a été fait. Je veux dire, à la base, on parlait des aqueducs, des égouts. Il y avait un coût d'associer à ça. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui avait nécessairement envie de contribuer. Je pense, par contre, que le problème principal, c'est l'eau. Il y a des maisons qui ont de la misère à avoir de l'eau dans leur puits. Il n'y a pas assez d'eau. Puis quand il y a de l'eau, ben c'est de l'eau qui est soufrée, c'est de l'eau qui sent fort ou qui n'est pas de bonne qualité. Je pense que déjà, juste de penser de passer l'aqueduc, je pense que ça pourrait aider déjà beaucoup. Il y a plusieurs maisons. Là, on parle de plus de 400 habitations là, sur à peu près 6 km. C'est énorme. Je pense, il faudrait avoir... Il y a des subventions au ministère... avec le gouvernement provincial. Il faudrait voir, moi je pense que c'est plus une question de, il faut y penser, c'est une question de, faut le faire, puis il faut passer en mode action. Je pense que c'est une de mes priorités, là, vraiment, c'est ma première priorité quand je vais être élu, là, actuellement. Pour vous, c'est quoi les autres enjeux là, que vous voyez, disons, à survol d'oiseau là, dans le district 3? Je dirais que un des enjeux qu'on se rend compte davantage en temps de pandémie, c'est qu'on a besoin de sortir, on a besoin de bouger. On a besoin d'espaces verts. Je pense que ma collègue Jessica en a parlé beaucoup aussi de l'environnement. Mais dans le cas du district 3, on a 2 espaces verts qui sont là, qui appartiennent à la ville, mais qui ne sont pas nécessairement des parcs. Donc, je pense, par exemple, dans le nouveau développement Mille-Roches, il y a le boisé Bella,
qui appartient à la ville. Il y a des projets, mais il n'y a rien de clair, en fait. Puis on regarde, par exemple, ce qui a été fait à l'Acadie avec le parc des Parulines, qui a été victime presque de son succès parce que, bon, avec la pandémie, les gens cherchent à marcher. C'est un super bel endroit. Je pense qu'on pourrait faire la même chose avec le parc Bella, mais aussi au niveau du ruisseau Hazen. Le ruisseau Hazen, encore hier, j'y étais avec mes chiens, puis je croise une dame. La dame, elle part de Brossard pour venir voir les oiseaux avec ses jumelles. C'est J'ai magnifique. découvert ça au printemps, justement au printemps, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'activités. Puis là, l'ami de ma conjointe l'a amené marcher là. Ouais. Puis là, elle m'a amené là la semaine suivante. Je savais même pas, puis pas dire, je suis né ici. Ben oui. Je savais même pas qu'on pouvait marcher le long du ruisseau Hazen. Je savais pas ça. Ben oui, puis c'est pas un tout petit sentier, là. Non, c'est L'aller-retour, quand on le fait au jusqu'au complet, cimetière, puis, jusqu'au cimetière, ça ouais. longe le cimetière, on peut repasser en revenant, c'est à peu près 40-45 minutes, là, l'aller-retour, si on veut, ça traverse la ville. Puis les gens sont pas vraiment au courant de ça. C'est pas connu. Mais pas c'est connu. ça, on parle du parc des Parulines parce que moi, j'habite plus dans le secteur de limite l'Acadie. Ouais. Puis effectivement, on a découvert ça. Moi, je souhaite à tout le monde d'avoir un parc des Parulines dans son quartier. C'est pas toujours Exactement. possible. On s'entend qu'il y a des quartiers que ça n'arrivera pas. Mais si effectivement, vous dites, là, dans le cas de Bella, je ne sais pas trop à quelle place qu'on pourrait aller se promener là. Est-ce qu'on pourrait baliser ça avec des sentiers, tout ça? Ouais. Ben, je pense qu'il y a déjà des accès qui ont été prévus par la ville, mais le développement du quartier n'est pas encore terminé. Ouais. Peut-être qu'ils attendaient que ça soit complet avant de le développer. Mais moi, ce que je vois, c'est parce qu'il y a des gens aussi... je vais marcher au ruisseau Hazen tous les jours, là, je m'en cacherai pas. Fait que j'ai quand même un petit parti pris pour le ruisseau Hazen. Mais ce que les gens me disent, c'est « Ah, es-tu certain qu'on devrait le développer? Parce que comme c'est là, il n'y a pas beaucoup de gens, on est tranquille. » Ouais, c'est ça, ouais. Mais moi, ce que je pense, c'est que je pense pas que ça devrait devenir un parc là, avec des jeux pour enfants. Tout ça, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire un parc naturel, un peu à l'image de... Juste du parc- marcher dans la nature. marcher dans la nature, comme le parc des Parulines. Puis que ça soit entretenu, qu'on ait un sentier qui soit pas toujours boueux, qu'il y ait des poubelles, parce qu'il y a beaucoup de C'est chiens ça. qui y vont, donc avec des petits sacs là, hein, pour que ça reste propre. Je pense que c'est pas des gros investissements, mais ça ferait en sorte qu'on pourrait redonner un espace vert aux citoyens de la ville. Surtout à Iberville, on n'en a pas. Je pense que ça fait défaut. Bien, évidemment, le vieux Iberville est pratiquement tout bâti, fait qu'il n'y a plus beaucoup Ouais. d'espace. Aux extrémités, Saint-Athanas, nord et sud, là, il y a peut-être parfois un peu plus d'espace, comme dans le cas de Bella, peut-être. Exact. Mais bref, on sent que je pense que tout le monde veut ça. Je pense que là, c'est rendu un peu viscéral d'avoir peut-être son petit bout de parc pour aller se promener là, quand c'est C'est possible. ça. là. Puis je pense que tout le monde a comme son endroit caché, mais dans le cas du ruisseau Hazen, ça fait quand même plusieurs années que c'est un endroit caché. Les gens du quartier de Sacré-Cœur le connaissent bien, là. Jérémy Meunier, merci beaucoup, puis bonne Ben, chance à vous. merci. On va se revoir bien sûr Merci à encore. l'automne. Merci. Restez avec nous au retour, le mot de la fin. Une activité à faire avec votre bulle familiale, c'est proposé par le Musée du Haut-Richelieu. En plus, c'est la semaine de relâche dans pas longtemps. C'est Décor pour emporter. Donc, pour avoir toutes les informations, allez sur le site Internet du Musée du Haut-Richelieu. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.